Le réveil sonna 4 heures du matin. Comme depuis 26 ans. La main calleuse de Grant Holloway le fit taire avant que le deuxième bip ne réveille Lorna. Elle remua quand même, sa chemise de nuit en soie bruissant contre les draps coûteux dont elle avait insisté pour qu'ils aient besoin. Grant. Sa voix portait cette pointe familière d'agacement. Il se préparait juste pour le travail. Il garda la voix basse, enfilant son jean de la veille dans le noir. Pourrais-tu être plus silencieux? Certains d'entre nous ne sont pas obligés de partir à des heures indues. Grant ne dit rien. Il avait appris des années auparavant que défendre son heure de départ à 4 heures du matin, nécessaire pour atteindre les lignes électriques avant les pics de chaleur, ne menaçait que de disputes sur ses choix. Comme s'il avait choisi quoi que ce soit dans cette vie, si ce n'est de travailler plus dur que n'importe quel homme ne devrait avoir à le faire en cuisine. Il prépara du café dans la vieille cafetière que Lorna ne cessait de menacer de remplacer par une de ses machines sophistiquées. L'infusion amère fut versée dans un thermos marqué par des années de chantier. Un reste de pain de viande froide devint son déjeuner, enveloppé dans du papier aluminium et fourré dans une glacière qui avait connu des décennies meilleures. Par la fenêtre, il pouvait voir son reflet. 48 ans, des mèches grises perçant dans ses cheveux noirs, des rides profondes creusées autour de ses yeux à force de plisser les yeux sous le soleil et le vent. Le visage d'un monteur de ligne à haute tension. Pas aussi beau que les hommes que Laura regardait dans ses émissions de télévision, mais honnête. Le garage abritait un camion, un Ford fiable avec 200 000 mètres cubes et plus. Pas de paiement, pas d'équipement sophistiqué, juste 4 roues et un moteur qui démarrait chaque matin. Le SUV de Lorna était garé à côté, d'un blanc éclatant avec des sièges en cuir et un carnet de paiement qui fit serrer la mâchoire de Grant. « Bonjour, papa. » Grant leva les yeux et vit son père, Tat, entrer dans le garage en traînant les pieds. À 74 ans, le vieux marine se levait encore avant l'aube, même si son cœur le retenait de faire bien plus que ça. « Bonjour, papa. Tu devrais dormir. »« Impossible de dormir quand je t'entends cogner ici. » Tat s'installa sur un seau renversé. Sa respiration était haletante. « D'ailleurs, je voulais te parler. » Grant vérifia sa ceinture à outils, comptant les objets au toucher. « À propos de quoi? » »« De la façon dont il te traite dans cette maison. »« Hein? » ?»« Non, écoute-moi bien. » La voix de Tat portait l'autorité d'un homme qui avait mené les marines en enfer. « Je t'ai vu te casser le dos pour l'éducation de cette fille. 8 000 $ par an, plus tous les extras. Tu manges froid et portes des vêtements usés pendant qu'elles vivent comme des reines. » Les mains de Grant s'immobilisèrent sur ses outils. Ri obtient son diplôme de médecine le mois prochain. Ça valait le coup. Vraiment? À quand remonte la dernière fois qu'ils t'ont remercié? À quand remonte la dernière fois qu'ils t'ont demandé comment s'était passée ta journée ou si tu avais mal au dos? Les questions flottaient dans l'air matinal. Grant ne pouvait y répondre, car il ne s'en souvenait pas. La loyauté sans respect est la laisse d'un homme mort. Fils, ne l'oublie pas. Grant monta dans son camion sans répondre, mais les paroles de Tat le suivirent sur la route. Le trajet jusqu'au chantier durait 40 minutes à travers les terres agricoles de l'Idaho. Les autres hommes écoutaient de la musique ou la radio. Grant préférait le silence. Cela lui permettait de réfléchir. Et ces derniers temps, ses pensées revenaient sans cesse aux mêmes questions que son père lui avait posées. Quand Lorna avait-elle cessé de l'embrasser pour lui dire au revoir? Quand Ri avait-elle cessé de l'appeler juste pour parler? Quand était-il devenu invisible chez lui? Les lignes électriques s'étendaient à travers la vallée comme des fils géants, transportant l'électricité vers des foyers et des entreprises qui ne pensaient jamais aux hommes qui risquaient leur vie pour maintenir l'éclairage allumé. Grant se gara à côté des autres camions et rejoignit son équipe. « Bonjour, Grant. » Eddie Martinez, son superviseur, semblait fatigué, il avait un transformateur défectueux sur la ligne nord. Il passerait probablement la majeure partie de la journée là-haut. Grant hocha la tête et commença à vérifier son équipement de sécurité, harnais, casque, gants isolants, testeur de tension. Chaque pièce d'équipement pouvait faire la différence entre rentrer chez lui vivant et rentrer chez lui dans une boîte. L'ascension du poteau de 18 mètres était désormais une routine, son corps se déplaçant avec une efficacité éprouvée. Au sommet, avec le vent qui fouettait autour de lui et le sol tout en bas, Grant ressentait quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti chez lui. Le respect. Ici, ses compétences comptaient. Son savoir assurait la sécurité des gens. Son expérience faisait la différence entre le succès et le désastre.
Mais chez lui, il était juste Grant, l'homme qui payait les factures et réparait les objets cassés, disparaissant au second plan. Son téléphone vibra. Un SMS de Lorna. Besoin d'argent pour la robe de remise de diplôme de Reese. $400. $400. Grant baissa les yeux sur ses bottes de travail usées. Les saus qu'il avait recollées 2 fois plutôt que d'en acheter de nouvelles. $400 pour une robe que Rie porterait une fois pendant qu'il préparait son déjeuner en papier aluminium et conduisait un camion assez vieux pour voter. Il répondit, d'accord. La journée de travail fut longue et chaude. Le remplacement d'un transformateur qui aurait dû prendre 4 heures se transforma en 8 heures lorsqu'ils découvrirent que l'installation d'origine avait été mal faite. Grant travailla pendant son déjeuner, son pain de viande froid oublié dans la glacière, se concentrant sur le câblage complexe qui pouvait le tuer à la moindre erreur. C'est pour ça qu'à son retour, le soleil se couchait et qu'il avait l'impression qu'on lui avait enfoncé des clous dans le dos. La maison baignait d'une lumière chaude et, par les fenêtres, il voyait Lorna et Rie à la table de la cuisine, en train de rire devant un truc sur l'ordinateur portable de Reese. Elles ne levèrent pas les yeux lorsqu'il entra. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Grant en posant sa glacière sur le comptoir. « J'ai été occupé, » dit Lorna sans quitter l'écran des yeux. J'ai eu 3 réunions de parents d'élèves et une réunion de district. Rie trouva sa robe pour la remise des diplômes. Tant mieux. Grant ouvrit le réfrigérateur, cherchant quelque chose à manger. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? On a déjà mangé. Il reste des plats chinois dans le réfrigérateur. Des plats chinois froids dans une boîte. Grant les sortit et mangea debout au comptoir pendant que sa femme et sa fille préparaient la fête de remise des diplômes qu'il payait, mais apparemment pas assez importante pour être incluse dans la conversation. « Papa, tu dégoulines de sauce par terre, » dit Rie, toujours sans le regarder. Grant nettoya les gouttes et alla dans sa chambre. Lorna arriva 1 heure plus tard, déjà en chemise de nuit, sentant la lotion onéreuse achetée en ligne. Rie veut fêter sa remise de diplôme dans ce nouveau restaurant sur le toit de Salt Lake City, dit-elle en s'installant dans un lit avec sa tablette. Celui avec vue. Quelle importance? C'est la remise de diplôme de médecine de notre fille. On n'a droit à ça qu'une fois. Grant fixa le plafond. Leur fille. Comme si Lorna avait travaillé 60 heures par semaine dans des conditions dangereuses pour payer ça. Comme si Lorna avait renoncé à tout luxe, tout confort, tout petit plaisir pour s'assurer que les chèques de scolarité ne soient jamais sans provision. Je m'en occupe, dit-il. Lorna était déjà absorbée par sa tablette, parcourant les publications sur les réseaux sociaux illustrant la vie parfaite des autres. Grant ferma les yeux et essaya de dormir, mais les mots de Tat résonnèrent dans son esprit. La loyauté sans respect est la laisse d'un homme mort. Moi dans l'obscurité. Il commença à se demander ce qui arriverait s'il retirait cette laisse. Le restaurant sur le toit surplombait Salt Lake City comme dans un film. Des murs en verre, un mobilier moderne et des prix qui faisaient battre le cœur d'ouvrier de Grant. Il avait conduit 3 heures dans son camion de travail, s'était douché et changé dans les toilettes d'une station-service, et avait enfilé son seul bon costume, celui qu'il avait acheté pour son mariage 22 ans plus tôt, lors de la fête de remise des diplômes de Reese, qui était déjà en pleine forme à son arrivée. Des jeunes professionnels en vêtements bon marché étaient regroupés autour de tables hautes, buvant des cocktails plus chers que ceux que Grant gagnait en une journée. Il ne reconnaissait aucun d'eux. Grant. Lorna apparut à ses côtés, resplendissante dans une robe noire qui coûtait probablement plus cher que le paiement de son camion. Tu as réussi. Je commençais à m'inquiéter. La circulation était dense. Grant parcourut la pièce du regard, cherchant sa fille. Où est Reese? Là-bas, en train de parler au docteur Peton de l'hôpital. Elle est déjà en train de nouer des liens. La voix de Lorna exprimait de la fierté et quelque chose d'autre. Une subtile insistance sur « déjà » qui donnait à Grant l'impression d'être déjà en retard. Grant aperçut Rie de l'autre côté de la pièce, éblouissante dans sa robe à $400, animée tandis qu'elle parlait à un homme aux cheveux argentés vêtu d'un costume coûteux. Elle paraissait confiante, accomplie, prête à conquérir le monde. L'espace d'un instant, Grant sentit sa poitrine se gonfler de fierté. Toutes ces années de sacrifice, tous ces levers matinaux et ces nuits tardives, tous ces chèques tirés sur des comptes qui avaient à peine de quoi les couvrir. Ça valait la peine de la voir ainsi. Il sortit l'album de sous son bras. 26 ans de souvenirs reliés en cuir. Les premiers pas de Reese,
son premier jour d'école, les bulletins scolaires et les cérémonies de remise de prix, les fêtes d'anniversaire et les matins de Noël. Grant avait conservé tous les reçus de ses études de médecine, chaque mot qu'elle lui avait écrit enfant, chaque photo qui montrait le parcours de sa petite fille au médecin qu'elle était devenue. Race. Il s'approcha d'elle, l'album soigneusement tenu à 2 mains. « Félicitations, ma chérie. » Elle se retourna et, l'espace d'un instant, Grant vit quelque chose scintiller sur son visage. Pas de plaisir ni de gratitude, mais plutôt de la gêne. « Papa. » Sa voix était neutre. « Tu es venu. »« Bien sûr que je suis venu. C'est ton jour. » Grant lui tendit l'album. « Je l'ai fait pour toi. Il contient tout, de ta naissance à aujourd'hui. Tous les sacrifices et tous les souvenirs. » Le groupe autour d'eux était silencieux. Le docteur Peton et les autres observaient avec une attention polie, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Ri regarda l'album comme s'il était malade. « Papa, ton travail est terminé. Tu n'as vraiment pas ta place ici. » Les mots frappèrent Grant comme un coup de poing autour d'eux. Les conversations s'éteignirent. Le restaurant sur le toit sembla retenir son souffle. « Quoi ? Ton travail consistait à payer mes études. Et maintenant, c'est fini. Je suis médecin maintenant. J'ai besoin d'être entouré de gens qui comprennent mon monde. » La voix de Reese était calme, neutre, comme si elle expliquait quelque chose de simple à quelqu'un de lent. « Ceci est mon avenir. Tu es mon passé. » Grant sentit l'album trembler dans ses mains. 26 ans d'amour et de sacrifice, réduits à une tâche désormais accomplie. Lorna apparut à leur côté, un rire vif et perçant. « Oh, Grant, tu ne sais pas où est ta place, n'est-ce pas? Ce n'est pas vraiment ton genre. » Le groupe autour d'eux se déplaça, mal à l'aise. Le docteur Peton s'éclaircit la gorge et chercha un autre endroit où se réfugier. Les autres jeunes professionnels surprirent soudain des conversations urgentes à l'autre bout de la pièce, mais personne ne le défendit. Personne ne dit « c'est son père ». Montre-lui un peu de respect. Personne ne reconnut l'homme qui avait rendu ce moment possible. Grant se tenait là, dans son costume de 22 ans, tenant un album rempli d'amour dont personne ne voulait, entouré de gens qui ne le voyaient que comme un obstacle à leur soirée raffinée. « Je vois, » dit-il doucement. Il rangea l'album sous son bras et se dirigea vers la sortie. Derrière lui, il entendit Lorna rire à nouveau. L'entendit dire quelque chose sur la façon de le gérer. Les conversations reprirent comme si de rien n'était. Je descendis dans l'ascenseur. Grant aperçut son reflet dans les portes en acier poli. Le même visage ridé, les mêmes mains calleuses, les mêmes traits honnêtes qui n'avaient jamais été assez bien pour la vie que Lorna désirait ou pour la fille qu'il avait élevée. Les 3 heures de route jusqu'à la maison se passèrent en silence. Grant n'alluma pas la radio. Il ne s'arrêta pas pour prendre un café. Il traversa l'obscurité, les mots de sa fille résonnant dans son esprit. « Ton travail est terminé. Tu n'as plus ta place ici avant qu'il n'atteigne Boise. » Quelque chose s'était cristallisé dans la poitrine de Grant, dur et froid comme l'acier de l'hiver. Il avait passé 26 ans à être loyal envers des gens qui ne lui en éprouvaient aucune. Il avait respecté des gens qui ne lui en témoignaient aucune en retour. Tat attendait dans la cuisine lorsque Grant entra à 14 heures. « Comment ça s'est passé, fiston ?» Grant posa l'album sur la table, non ouvert et non désiré. « Mon travail est terminé, papa. » Il l'avait bien fait comprendre. Tat regarda l'album, puis le visage de son fils, et hocha lentement la tête. « Alors, je suppose qu'il est temps de décider. Quel sera ton prochain travail ?» Grant se dirigea vers sa chambre, où Lorna dormait paisiblement dans leur lit, rêvant de statut social et de respectabilité. Il resta un long moment sur le seuil, observant la femme qui avait ri de son humiliation, qui ne l'avait jamais défendu une seule fois lorsque leur fille l'avait rabaissé, esquivé 26 ans de mariage. 26 ans à faire passer leurs besoins avant les siens. 26 ans à se démener pour des gens qui ne le voyaient que comme une source de financement. Ton travail est terminé. Peut-être l'était-il. Lorna et Ri revinrent de Salt Lake City 3 jours plus tard, encore rayonnantes de la fête de remise des diplômes et des occasions de réseautage qu'elle leur avait offertes. Ils franchirent la porte d'entrée en parlant et en riant, leur voix s'élevant à 180 degrés. Rayonnant de satisfaction du travail bien fait. Le docteur PM Don a dit qu'il pourrait avoir une place dans son cabinet, disait Ri en déposant son précieux sac à main sur la table d'entrée.
Et cet avocat Michael avait quelque chose qui l'intéressait vraiment pour m'inviter à dîner. Je vous avais bien dit que cette soirée valait chaque centime, répondit Lorna en enlevant ses talons. Les relations sont primordiales dans votre domaine. Ils entrèrent dans la cuisine, toujours en train de discuter des personnes formidables qu'ils avaient rencontrées et de l'avenir prometteur qui les attendait. Il leur fallut plusieurs minutes pour remarquer que quelque chose n'allait pas. Le silence fut le premier indice. La cafetière de Grant ne gargouillait pas sur le comptoir. Ses bottes de travail n'étaient pas près de la porte. Les sons familiers de sa présence, la routine matinale qui avait rythmé leur journée pendant plus de 2 décennies, étaient absents. « Grant, je veux que tu m'appelles, es-tu là ?» Pas de réponse. Ri haussa les épaules et ouvrit le réfrigérateur, à la recherche du yaourt cher qu'elle aimait. Peut-être est-il au travail. À 21h, Lorna fronça les sourcils et se dirigea vers la chambre. « Grant, on est la maison. » La chambre était vide. Le lit était fait avec une précision militaire, comme Grant l'avait appris de son père, mais les tiroirs de sa commode étaient ouverts et vides. Son côté du placard était béant comme une dent manquante. « Ri. » La voix de Lorna portait une note de panique. « Viens ici. » Ils se tenaient ensemble dans l'embrasure de la porte de la chambre, fixant l'épreuve. Les vêtements de Grant avaient disparu. Ses bottes de travail, ses outils, ses rares effets personnels, tout avait disparu. Peut-être qu'il fait juste la lessive, dit Ri, mais sa voix manquait de conviction. Ils fouillèrent la maison méthodiquement. Le sous-sol révéla des espaces vides où se trouvaient les outils d'atelier de Grant. Le garage présentait une tache d'huile là où son camion avait garé, mais pas de camion. Même la chambre de son père était vide, dépouillée des quelques affaires que Tat avait accumulées au cours des mois passés avec lui. Que moi dans le bureau. Lorna se dirigea droit vers l'ordinateur où ils conservaient leurs comptes. Ses doigts parcoururent le clavier, appelant des relevés bancaires et des soldes de compte. Non. Le mot sortit comme un murmure. Non, non, non. Le compte courant. Le solde affichait $247. Le compte d'épargne, celui qu'ils avaient constitué au fil des années grâce à des subventions, des heures supplémentaires et des sacrifices, était vide. Le compte du marché monétaire qui contenait leurs fonds d'urgence était fermé. Que se passe-t-il ? Demanda Ri, lisant la panique sur le visage de sa mère. Il a tout pris. Tous les comptes, chaque dollar. La voix de Lorna montait à chaque mot. Comment a-t-il pu faire ça ? Comment a-t-il pu nous laisser sans rien ? Ils trouvèrent un mot sur la table de la cuisine, glissé sous l'album que Grant avait essayé d'offrir à Ri lors de la fête de remise des diplômes. L'écriture était celle de Grant, soignée, les mots mesurés et définitifs. Tu as clairement indiqué que je n'appartiens pas à ce monde, alors je vais disparaître. Mais j'emporterai mes sacrifices avec moi. Sous le mot se trouvait une pile de papiers, relevés bancaires, police d'assurance, virements bancaires, tout était légalement documenté, tout était dûment exécuté. Grant avait été méthodique, minutieux et parfaitement dans son droit. Ce n'est pas légal, dit Lorna d'une voix tremblante. Il ne peut pas tout prendre. Mais en lisant les papiers, la vérité s'imposa. Les comptes étaient au nom de Grant. L'argent provenait de ses salaires. C'était à lui de faire les sacrifices et de les récupérer. Rhys prit l'album d'une main tremblante et l'ouvrit à la première page. Sa photo de bébé lui sourit, accompagnée d'un reçu pour sa première paire de chaussures et d'un mot de la main de Grant. Les premiers pas de Race. Le 15 mars. Elle s'est dirigée droit vers moi comme si elle savait que je la rattraperais. Page après page, des souvenirs, bulletins scolaires avec bourse, mots fiers dans les marges, photos de fêtes d'anniversaire et de matins de Noël, reçus pour les vêtements d'école, factures médicales, cours de soutien scolaire, un témoignage constant d'amour et de sacrifice qui s'étendait sur 26 ans, et, au dos de la couverture, une pile de reçus de paiement pour les études de médecine, $8 000 par an pendant 4 ans, plus les frais de scolarité et les frais de subsistance. Plus de $40 000 au total, documentés et datés, représentant des centaines d'heures de travail dangereux sur des lignes électriques et des milliers de petits sacrifices qui avaient contribué à son avenir. « Oh mon Dieu !» murmura Race en s'affalant sur une chaise. « Que avons-nous fait ?» Lorna attrapa son téléphone et composa le numéro de Grant. Elle tomba directement sur un enregistrement. Ce numéro a été coupé. Elle essaya à nouveau, les doigts tremblants. Même enregistrement. Il est vraiment parti, dit-elle. Les mots étaient à peine audibles.
Il est vraiment parti. Pour la première fois depuis des années, Lorna et Ri voyaient vraiment leur maison à travers les yeux de Grant. Les meubles coûteux qu'il avait payés au prix d'heures supplémentaires. Les objets de luxe qu'il tenait pour acquis. La vie confortable bâtie sur son travail et ses sacrifices. Une vie dont ils avaient profité tout en le traitant comme un intrus indésirable. Il faut qu'on le retrouve, dit Lorna en arpentant la cuisine. Il faut qu'on lui explique. Il faut lui faire comprendre. Comprendre que la voix de Riz était creuse. Que nous l'avions traité comme un déchet. Que nous lui avions dit qu'il n'avait pas sa place dans sa propre vie. La vérité planait entre eux comme une présence physique. Pendant 26 ans, Grant avait été le pilier de leur famille, soutenant leurs rêves et leurs ambitions par son travail acharné et ses sacrifices discrets. Et ils avaient réagi en le traitant comme une honte, un fardeau, une tâche enfin accomplie. Maintenant, il était parti, emportant avec lui non seulement l'argent, mais aussi la sécurité et la stabilité qu'ils n'avaient jamais appréciées jusqu'à leur disparition. Lorna s'affala dans un fauteuil à côté de sa fille. Toutes deux contemplaient l'album qui racontait l'histoire d'un amour qu'elles avaient rejeté et d'un sacrifice qu'elles avaient méprisé. Dehors, le vent se leva, faisant trembler les fenêtres de la maison que Grant avait entretenue et protégée pendant plus de 2 décennies. Mais à l'intérieur, il n'y avait que le silence et la prise de conscience croissante qu'ils avaient chassé la seule personne qui les avait vraiment aimés. L'homme dont le travail était terminé avait pris ses outils et son cœur et disparu dans la nuit, ne laissant derrière lui que les échos de leurs propres paroles cruelles. Et la question qui les entrait tous les deux, qu'avait-il fait? 2 semaines après la disparition de Grant, le conte de fées commença à s'effondrer. Rhea, dans son appartement, l'élégant loft du centre-ville qui lui avait servi de cadeau de fin d'études, fixait elle aussi un avis d'expulsion. Cet espace élégant, avec ses murs en briques apparentes et sa vue sur la ville, avait été sa fierté, le symbole de sa réussite et de son indépendance. Maintenant, il lui donnait l'impression d'être dans une prison. Ce n'est pas possible, dit-elle au téléphone, parlant à la société de gestion immobilière pour la 3e fois de la journée. Il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur, mademoiselle Holloway. Le bail est au nom de Grant Holloway, et il est résilié à la fin du mois. Puisque vous n'êtes pas co-signataire, nous avons besoin que vous quittiez les lieux. Les mains de Riz tremblaient lorsqu'elle raccrocha. L'appartement n'était pas à son nom. Elle n'avait jamais signé de bail, jamais géré de dépôt de garantie ni de vérification de solvabilité. Grant avait tout géré, comme toujours, travaillant en coulisses pour lui simplifier la vie. Le parking lui réserva un autre choc. Sa BMW, l'élégante berline argentée qu'il avait récompensée pour son admission en faculté de médecine, était garée sous une boîte jaune. Une note sur le pare-brise expliquait que l'assurance avait été résiliée pour non-paiement. D'autres appels révélèrent la situation. Son téléphone portable serait débranché dans 3 jours. Ses cartes de crédit, qu'elle croyait toutes être les siennes, étaient en réalité liées à des comptes que Grant avait clôturés. Même son abonnement à la salle de sport et son abonnement Netflix étaient sur le point de disparaître. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Lorna découvrait sa propre version de l'enfer. Elle était assise dans le bureau de sa directrice à l'école élémentaire Riverside, face à la surintendante Patricia Wells, une femme qu'elle considérait comme une amie et une alliée dans le monde complexe de la politique du district scolaire. « Je suis désolé, Lorna, mais nous devons parler de votre relation avec Nolan Farao. » Ces mots frappèrent Lorna comme de l'eau glacée. Nolan Farao, 50 ans, marié et membre du conseil d'administration. Nolan, qui lui avait promis une vie différente, qui lui avait murmuré qu'il quittait sa femme, qui l'avait redonné l'impression d'être jeune et désiré. « Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire, » dit Lorna prudemment. Patricia glissa un dossier en papier craft sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des courriels, des SMS et des photos imprimées, preuve d'une liaison que Lorna pensait soigneusement cachée. Quelqu'un les avait envoyés au conseil scolaire de manière anonyme. Il révèle un schéma de communication inapproprié entre vous et Monsieur Pharaon, notamment des rendez-vous prévus pendant les heures de cours et des discussions sur des affaires du district qui auraient dû rester confidentielles. Le visage de Lorna brûla en reconnaissant ses propres mots, ses propres flirts, ses propres indiscrétions, écrits noir sur blanc. Pire encore, le photographe et personne dans sa voiture au restaurant, devant l'hôtel où ils se rencontraient les jeudis après-midi, lorsque Grant travaillait tard. C'est une violation de votre code de déontologie, poursuivit Patricia. Et étant donné que Monsieur Pharaon est marié et siège au conseil qui supervise votre emploi, cela crée un grave conflit d'intérêts.
Patricia, s'il vous plaît. Ce n'est pas ce qu'il paraît. On dirait une administratrice ayant une liaison avec un membre du conseil d'administration et utilisant les ressources de l'école pour faciliter cette relation. La voix de Patricia était froide et professionnelle. Je vous mets en congé administratif dans l'attente d'une enquête approfondie. Lorna sortit du bâtiment en titubant quelques jours plus tard. Sa carrière, bâtie sur 15 ans de réseautage minutieux et de manœuvres politiques, s'effondrait autour d'elle. Tout ce pourquoi elle avait travaillé, tout ce dont elle était fière était détruit par des preuves qu'elle ne pouvait nier. Son téléphone vibra, un SMS de Nolan lui parvint. Il faut qu'on parle. Ils se rencontrèrent dans un café de l'autre côté de la ville, loin de toute reconnaissance. Nolan avait l'air hagard, son apparence habituellement impeccable, débraillée et stressée. « Ma femme est au courant », dit-il sans préambule. Quelqu'un lui a envoyé des copies de tout. Nos emails, nos photos, même les reçus d'hôtel. Lorna a senti le monde basculer autour d'elle. Qui aurait pu faire ça? Je ne sais pas, mais celui qui l'a fait avait accès à des choses qui auraient dû rester privées. Mes comptes personnels, tes emails scolaires, même les images de surveillance de l'hôtel. Les mains de Nolan tremblaient lorsqu'il leva sa tasse de café. Margaret demande le divorce. Elle prend les enfants, la maison, tout. Mais tu as dit que tu la quitterais de toute façon. Tu as dit qu'on pourrait être ensemble une fois. C'était avant que ça ne devienne public. La voix de Nolan était sèche, désespérée. Tu ne comprends pas? Ma réputation est détruite. Le conseil d'administration exige ma démission. Je ne peux plus être vu avec toi, Lorna. Je ne peux même pas être dans la même pièce que toi. L'homme qui lui avait tout promis, qui l'avait fait se sentir belle et importante, l'a laissé tomber pour sauver sa peau. Alors voilà. Après tout ce que nous représentions l'un pour l'autre, Nolan s'est levé, évitant son regard. Ce que nous représentions l'un pour l'autre, c'était une erreur. Je dois penser à ma famille maintenant. Il s'éloigna, laissant Lorna seule avec son café et les ruines de sa vie. Ce soir-là, mère et fille étaient assises dans leur salon, chacune perdue dans sa propre crise. La maison semblait immense et vide sans la présence de Grant, sans la routine constante de son travail et de ses soins qui avaient ancré leur vie. Je n'ai pas les moyens de payer mon appartement, dit Ri doucement. Et ma voiture a été saisie. Tout était au nom de papa. Je suis suspendu de mes fonctions, répondit Lorna. Ils apprirent pour Nolan. Quelqu'un leur envoya des preuves de tout. Ils échangèrent un regard par-dessus le salon coûteux, les meubles que Grant avait payés des heures supplémentaires pour acheter, les décorations dont ils ne s'étaient jamais plaints, même lorsqu'ils avaient doublé leur dette de carte de crédit. « Tu crois que papa a fait ça ?» demanda Reese, qui d'autre cela pouvait-il être? Qui d'autre aurait su pour Nolan? Qui d'autre aurait eu accès à toutes nos informations? La réponse flottait entre eux, tacite, mais comprise. Grant, l'homme qu'ils considéraient comme simple et direct, observait discrètement leur vie, documentait discrètement leur trahison, se préparant discrètement à ce moment. Nous l'avons sous-estimé, murmura Ri. Laura hocha la tête, la peur s'insinuant dans sa voix. La question est, que sait-il d'autre? Que prépare-t-il d'autre? Dehors, le vent hurlait autour de la maison que Grant entretenait et protégeait depuis plus de 20 ans. Mais à l'intérieur, sa femme et sa fille se serraient l'une contre l'autre, commençant à comprendre que l'homme qu'ils avaient chassé n'était pas l'imbécile simple et indulgent qu'ils croyaient. C'était quelque chose de bien plus dangereux. Un homme qui n'avait plus rien à perdre et 26 ans de ressentiment secret pour alimenter sa vengeance. À 1300 km de là, dans les montagnes du Montana, Grant Holloway se construisait une nouvelle vie avec une précision méthodique. La cabane appartenait à Dylan Buckner, l'ancien camarade de l'armée de son père, et elle s'étendait sur 20 hectares. D'une nature sauvage et vierge où le voisin le plus proche était à 16 km. Dylan avait combattu aux côtés de Tat au Vietnam, et lorsque Grant avait appelé pour demander de l'aide, le vieux soldat n'avait pas hésité. « La maison est vide depuis mon divorce », avait dit Dylan au téléphone. « Tu peux y aller aussi longtemps que tu en as besoin. » Grant était maintenant assis sur la véranda du chalet, regardant le soleil se coucher sur les rocheuses tandis que Tat somnolait dans un fauteuil à côté de lui. L'état cardiaque du vieux marine s'était aggravé depuis leur départ de Boise, mais l'air de la montagne semblait apaiser sa respiration. Se sentant encore coupable, Tat demanda sans ouvrir les yeux. À propos de quoi? De les avoir laissés en plan.
De reprendre ce qui t'appartenait? La voix de Tad portait l'ombre d'un sourire. Ce n'est pas grave si tu le es. Ça prouve que tu es encore humain. Grant sirota son café. Du vrai café. Pas le café instantané bon marché qu'il buvait depuis des années pour économiser. Je ne suis pas coupable. Je suis en colère. Bien. La colère est utile si on la canalise bien. Dans le chalet, Grant il aménagea un bureau improvisé sur la table de la cuisine. Son ordinateur portable, acheté de ses propres deniers, affichait pour la première fois depuis des années plusieurs fenêtres. Compte bancaire, archives de courriel, profil sur les réseaux sociaux, recherche dans les archives publiques. Pendant 26 ans, Grant était resté invisible chez lui. Mais invisible ne signifiait pas inattentif. Il avait observé, écouté et se souvenait de tout. Les appels téléphoniques tard le soir de Lorna, alors qu'elle le croyait endormi. Les mensonges désinvoltes de Rhys sur ses allées et venues. La lente érosion du respect qu'il avait transformé en étranger dans sa propre vie. Maintenant que le savoir devenait une arme, Grant ouvrit un dossier sur son bureau intitulé « École de médecinerie ». À l'intérieur se trouvaient des documents qu'il avait accumulés pendant des mois, preuve du rapport désinvolte de sa fille à la vérité. Les stages en médecine étaient censés être une expérience pratique insignifiante, impossible à falsifier ou à contourner. Mais Rhys avait trouvé des moyens de contourner les exigences, falsifiant des feuilles de présence lors de ses déplacements pour des conférences et des événements de réseautage, ce qui faisait mieux son CV. Grant en avait la preuve, des reçus de cartes de crédit. Elle était à Miami pendant une semaine où elle était censée effectuer des stages en médecine d'urgence à Salt Lake City. Des factures d'hôtel et des relevés de vol contredisaient les heures cliniques qu'elle avait déclarées. Des SMS à des amis se vantant de déjouer le système et de travailler plus intelligemment, et non plus dur. N'importe quel conseil d'agrément médical serait très intéressé par ces informations. Grant ouvrit un autre dossier, Laura Nolan Pharaoh. Celui-ci était plus épais, plus détaillé. Des reçus d'hôtel débités de la carte de crédit du district scolaire. Des chaînes de courriels discutant de questions confidentielles concernant le personnel. Des photos prises par un détective privé que Grant avait engagé 3 mois auparavant, lorsque les mensonges de Lorna étaient devenus trop évidents pour être ignorés. L'enquêteur, un policier à la retraite nommé Jim Bradley, avait été minutieux. Il avait documenté non seulement l'affaire, mais aussi les fautes professionnelles qui l'accompagnaient. Lorna avait utilisé sa position de directrice pour orienter des contrats vers des entreprises que Nolan privilégiait. Elle avait partagé avec lui des informations confidentielles sur des étudiants. Elle avait violé toutes les normes éthiques de sa profession lorsque le téléphone de Grant a sonné. Le nom de Jim Bradley est apparu sur l'afficheur. Grant, j'ai des nouvelles pour toi. Nolan, la femme de Pharaon, a demandé le divorce ce matin. On dirait qu'elle a bien reçu notre colis. Et Lorna a été suspendue de son poste hier. Le conseil scolaire demande une enquête approfondie. La voix de Jim exprimait une satisfaction. Tu es sûr de vouloir continuer comme ça? Ils sont déjà bien détruits. Grant contempla les montagnes, pensant à la fête de remise des diplômes, au renvoi glacial de sa fille, au rire de sa femme face à son humiliation. Continue, dit-il. Je n'ai pas fini. Ce soir-là, Grant se rendit en ville pour rencontrer le professeur Elena Rodriguez au collège communautaire où il enseignait la sécurité électrique depuis 5 ans. Elena était une personne en qui il avait confiance, quelqu'un qu'il avait toujours traité avec respect. Grant, content de te voir, dit Elena alors qu'il s'installait dans son bureau. Mais je dois admettre que ton appel m'intrigue. Assis près du feu que Dylan avait construit. Comment aller, fils? Le conseil médical recevra les informations de Rhys demain. Lorna est déjà suspendue à son travail. Grant s'est installé sur le fauteuil à côté de son père. Je devrais me sentir mieux à ce sujet, mais vous ne le faites pas. Je continue de penser à la fille qui rampait sur mes genoux et me demande de lire ses histoires. La femme qui m'embrassait au revoir chaque matin. Grant regarda les flammes. Quand ont-ils cessé d'être ces gens? Tad tendit la main et saisit l'épaule de son fils avec une main qui secoua mais portait toujours de la force. Ils cessent d'être ces gens quand ils cessent de vous voir comme un seul. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un de retour à la vie, Grant. Parfois, il vous suffit de les laisser faire face aux conséquences de qui ils ont choisi de devenir. À l'extérieur, le vent du Montana a chuchoté à travers les pins, portant l'odeur de la neige et la promesse de l'hiver.
À l'intérieur de la cabine chaude, Grant Holloway était assis en planifiant la prochaine phase de sa guerre tranquille. Sentant quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis des années, la satisfaction d'être respecté, même s'il devait gagner ce respect avec peur. L'enveloppe est arrivée au Utah State Medical Licensing Board un mardi matin, non marqué, à l'exception de l'adresse de retour d'un citoyen concerné. À l'intérieur, le directeur administratif, le Dr Sarachin, a trouvé 40 pages de preuves méticuleusement documentées qui changeraient pour toujours la vie d'un jeune médecin. Reçu de cartes de crédit montrant les achats à Miami lors des rotations hospitalières requises à Salt Lake City. Record de vol contredisant les journaux des heures cliniques. Capture d'écran des publications sur les réseaux sociaux géo-tagués dans des emplacements à des centaines de kilomètres de l'endroit où Rhys Holloway a prétendu suivre sa formation médicale. Les plus dommageables étaient les captures d'écran des SMS entre RE et son amie Jessica Kim se vantant de travailler le système et de trouver des moyens de maximiser les opportunités de réseautage tout en répondant aux exigences minimales. Saint message disait « Je ne peux pas croire que je reçois le crédit complet pour la rotation EM pendant que je suis assis près d'une piscine à South Beach. Dieu merci pour les professeurs flexibles et la planification créative. » Le Dr Chin avait déjà vu une fraude académique, mais a rarement documenté de manière approfondie. Quelqu'un avait passé un temps et des efforts considérables à collecter ces preuves et que quelqu'un avait clairement une connaissance intime des activités de Rhys Holloway. Le Conseil des licences médicales de l'Utah a reçu des allégations concernant les violations potentielles de l'intégrité académique lors de la formation de votre école de médecine. Maman, tu dois voir ça. 3 dans l'après-midi. Ses propres problèmes juridiques l'avaient laissé creux et vaincu. Mais cette nouvelle menace pour sa fille a déclenché quelque chose de désespéré dans ses yeux. Qu'est-ce que c'est? Rhys lui a tendu la lettre avec des doigts tremblants. Alors que Lorna lisait, son visage a traversé une série de transformations. Confusion, incrédulité et enfin rage. Ton père, chuchota-t-elle. Ce doit être votre père. Mais comment pourrait-il savoir sur les rotations? Comment pourrait-il avoir toutes ces preuves? Lorna a repensé à l'année écoulée, se souvenant de la présence tranquille de Grant dans leur maison, de son habitude de faire des tâches ménagères pendant qu'il parlait et prévoyait. Il avait toujours été là, invisible et ignoré, mais écoutant tout. Il réparait toujours des choses, organisant toujours des papiers. Je pensais qu'il était juste utile. La voix de Lorna est devenue froide, mais il rassemblait des munitions. L'audience a été prévue pendant 3 semaines plus tard. Rhys a embauché un avocat avec de l'argent qu'elle n'avait pas, empruntant contre des cartes de crédit qui étaient déjà au maximum. James Whitman était cher, mais soi-disant le meilleur pour défendre les professionnels de la santé confrontés à une licence défi. Je ne vais pas te mentir. Whitman a déclaré lors de leur première réunion, les preuves contre vous sont convaincantes. Ces recettes de cartes de crédit, les dossiers de vol, les publications sur les réseaux sociaux, ils brossent une image claire de quelqu'un qui n'est pas là où elle a prétendu être pendant la formation requise. Mais tout le monde coupe les coins, Rhys a protesté. Gagner l'expérience que l'État a besoin pour le prouver. Rhys a pensé à la partie de la remise des diplômes, des mots cruels qu'elle avait prononcés, de l'homme qui s'était travaillé pour l'épuiser de payer ses études. Parce que je lui ai dit que son travail avait été terminé, chuchota-t-elle. Parce que je lui ai dit qu'il n'appartenait pas, la salle d'audience du conseil médical était stérile et intimidante avec des lumières fluorescentes qui projettent des ombres dures et ont rendu tout le monde maladif. Rodriguez, le chef de la médecine interne de l'hôpital universitaire, a posé les questions les plus profondes. Discuter sur les problèmes de procédure et la nature anonyme des preuves, mais la documentation était trop approfondie, trop accablante. Dévastateur. Des captures d'écran l'ont montré dans les stations balnéaires et les conférences de réseautage pendant les semaines, lorsque ces transcriptions officielles ont indiqué qu'elle était en rotation hospitalière. Pire, le ton de ces messages à des amis a révélé une attitude cavalière envers les exigences que les autres élèves ont suivies scrupuleusement. Je ne peux pas croire que je m'en tire avec ça, un article lu. Alors que tout le monde tire des nuits en USI, je établis des connexions qui seront réellement importantes pour ma carrière. Travailler plus intelligemment, pas plus dur. Le Dr Chin, qui avait d'abord examiné les preuves, a posé la dernière question. Mademoiselle Holloway, comprenez-vous que la vie des patients dépend des médecins qui ont reçu une formation complète et honnête? Oui, bien sûr. Alors pouvez-vous expliquer pourquoi vous croyez que vous aviez droit à raccourcir cette formation pendant que vos camarades de classe l'ont terminée honnêtement? Rhys est tombé en panne. Il y a 6 mois, elle avait été la Dr Rhys Holloway,
prête à conquérir le monde médical avec son intelligence et son ambition. Maintenant, elle était une fraude exposée, confrontée à la destruction de tout ce qu'elle avait travaillé. Je pensais que je pouvais faire les deux, sanglota-t-elle. Je pensais que je pouvais répondre aux exigences et facturer ma carrière en même temps. Je n'ai pas blessé à qui que ce soit. Le conseil d'administration a délibéré pendant 2 heures. À leur retour, le docteur Rodriguez a prononcé le verdict avec précision clinique. Le conseil d'administration constate que Madame Holloway est engagée dans la fraude académique en déformant ses heures de formation clinique. Avant, il avait commencé à faire ses propres personnes, et aucun moyen de rembourser son travail, il n'y avait plus de travail, et aucun moyen de rembourser la dette, elle a fait appel à un nombre de rotations. En pensant à l'appartement qu'elle avait perdu, à la voiture qui avait été reprise et à la montagne de la dette qui la suivrait pendant des années. L'homme qui avait construit ce piège si attentivement, si méthodiquement avec la patience de quelqu'un qui prévoyait de se venger depuis très longtemps. Son père avait eu raison sur une chose. Son travail a été fait. Mais le travail qu'il avait terminé n'était pas le financement de ses études. Que cela détruisait sa vie. L'appel téléphonique est arrivé à 3h47, perçant le silence de la maison qui avait autrefois été une maison. Lorna a tâté pour le récepteur, espérant contre l'espoir qu'il pourrait être Grant, qu'il aurait pu leur pardonner, qu'il pourrait être prêt à revenir et à faire à nouveau tout normal. Au lieu de cela, elle a entendu la voix de Margaret Pharaon, l'ex-femme de Suntop de Nolan, et elle était épaisse d'alcool et de rage. « Vous avez détruit ma famille », se glissa Margaret dans le téléphone. 23 ans de mariage, disparu à cause de toi, Margaret. Je n'ose pas parler mon nom. La voix est devenue plus nette, plus concentrée. Je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous avez fait, et je vais m'assurer que tout le monde le sait aussi. La suspension de Lorna dans le district scolaire était devenue des connaissances publiques et le journal local a publié une histoire en première page sur la relation inappropriée entre un directeur et un membre du conseil scolaire. Les messages étaient accablants non seulement des preuves de l'affaire, mais une preuve de l'inconduite professionnelle qui s'était accompagnée. Pouvez-vous croire que le directeur de notre enfant envoyait un SMS à un membre du conseil d'administration? Lisez un commentaire Facebook qui avait été partagé des centaines de fois. Que faisait-elle d'autre avec nos impôts? Lorna ne pouvait pas quitter la maison sans affronter les escaliers et les chuchotements. À l'épicerie, d'anciens collègues se sont croisés de l'autre côté de l'allée plutôt que de la reconnaître. Les parents qui avaient une fois demandé ces conseils à leurs enfants l'ont maintenant regardé avec dégoût et déception. Pendant ce temps, Ri apprenait que la destruction professionnelle avait un effet en cascade. La suspension de licence médicale n'était que le début. Les prêts étudiants qui avaient financé ces prêts en éducation co-signés par Grant étaient maintenant en défaut parce qu'il avait cessé de faire des paiements. Son pointage de crédit s'était effondré, ce qui rend impossible de louer un appartement ou de financer une voiture. Pire, la communauté médicale était petite et les ragots ont voyagé rapidement. Le mot de sa suspension de licence s'était propagé à l'hôpital où elle espérait terminer sa résidence. Le directeur du programme a appelé personnellement pour retirer son offre. Je suis désolé, mademoiselle Holloway, mais nous ne pouvons pas placer un résident dont les références font l'objet d'une enquête. Même si votre licence est finalement rétablie, l'ombre de la fraude académique vous suivrait tout au long de votre carrière. Un par un, les portes qui ont été ouvertes au docteur Ri Holloway se l'âme fermée. Les contacts de réseautage qu'elle avait cultivés, les mentors qui avaient salué son potentiel, la trajectoire de carrière qu'elle avait cartographiée, tout cela s'est évaporé comme la brume du matin. Elle s'est retrouvée à postuler pour des emplois qui ne nécessitaient pas de licence médicale. Vente de dispositifs médicaux, recherche pharmaceutique, postes administratifs dans les sociétés de soins de santé. Mais même ces opportunités étaient rares pour quelqu'un avec ses bagages particuliers. Je suis surqualifié, a-t-elle dit à Lorna après un autre rejet. Ils pensent que je partirai dès que je récupérerai ma licence. Et honnêtement, ils ont probablement raison. La mère et la fille étaient assises dans leur salon, encore meublé avec les pièces chères qui avaient fait des heures supplémentaires pour se permettre, essayant de comprendre comment survivre. Le salaire de Lorna avait disparu, sa réputation détruite. Reese n'avait aucun revenu et dette massive. Nous pourrions vendre la maison, suggéra Lorna sans enthousiasme. Avec quelle équité? Papa l'a refinancé 2 fois pour payer pour mon école de médecine. Nous devons probablement plus que ça ne vaut. Les factures de cartes de crédit arrivent quotidiennement.
Des déclarations montrant des accusations pour le style de vie qu'il ne pouvait plus se permettre, la robe de remise des diplômes de Reese, les dîners chers de Lorna avec Nolan, les traitements de spa et les voyages qui avaient semblé si importants lorsque Grant payait pour eux. Comment ne voyons-nous pas cela venir? Demanda Reese, regardant un avis de collecte pour son prêt automobile. Parce que nous n'avons jamais regardé, répondit Lorna, sa voix creuse. Nous n'avons jamais regardé les relevés bancaires. Nous n'avons jamais demandé d'où venait l'argent. Nous avons juste supposé qu'il serait toujours là. Il vivait dans une bulle de privilèges et de droits, consolé par des airs de Grant et de la maison en train de les attraper. La maison se sentait énorme et vide sans la présence de Grant. C'est café. Il pourrait revenir à tout moment pour récupérer sa place. L'homme qu'il aimait depuis 22 ans, qui avait lui-même travaillé pour épuiser leur réconfort, qui n'avait rien demandé de respect et d'appréciation, avait disparu pour toujours. À sa place, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui prévoyait méthodiquement, qui a frappé avec précision, qui n'a fait preuve de pitié de ceux qui ne lui avaient montré aucun. Il n'a pas fini avec nous, a déclaré Lorna, exprimant la peur qu'il a éveillée la nuit. Ce n'est que le début. Ri regarda sa mère, voyant sa propre terreur se refléter dans les yeux de la femme plus âgée. Que peut-il faire d'autre? Il a déjà détruit nos carrières, pris notre argent, ruiné nos réputations. Je ne sais pas, murmura Lorna. Mais je sais, Grant. Quand il s'engage à quelque chose, il le voit jusqu'au bout. Et nous lui avons donné 26 ans de raison de nous détester. En dehors de leur maison chère, dans la ville où ils avaient une fois commandé du respect, la femme et la fille de Grant Holloway ont attendu que le coup suivant tombe. L'homme qu'ils ont rejeté comme simple et faible ne s'avérait ni l'un ni l'autre, et le travail qu'il avait commencé ne serait pas fait jusqu'à ce que leur destruction soit terminée. Le Boise vétéran Hall n'avait pas vu une foule de cette taille depuis des années. Word s'était répandu dans la communauté Blue Collar que Grant Holloway revenait pour prendre la parole lors du rassemblement mensuel des commerçants locaux et des anciens combattants. L'homme qui avait disparu sans explication il y a 6 mois, dont l'absence soudaine avait déclenché des rumeurs et des spéculations dans les quartiers de la classe de travail de la ville. Grant se tenait sur le podium en regardant les visages qu'il connaissait depuis des décennies. Électriciens et plombiers, soudeurs et mécaniciens, hommes et femmes qui ont compris la valeur du travail acharné et des salaires honnêtes. Derrière lui, était assise, la position du fauteuil roulant de son père où il pouvait voir la foule, et Dylan Buckner, l'ami du Montana qui était devenu son allié le plus fort. La plupart d'entre vous me connaissent, commença Grant, sa voix portant facilement à travers la salle emballée. J'ai travaillé aux côtés de nombreux d'entre vous. Partagé du café avec vous sur des sites d'emploi, vous aider à câbler des maisons et à réparer l'équipement cassé. Depuis 26 ans, je fais partie de cette communauté. Des murmures d'accord ont percuté la foule. Ce sont des gens qui se souviennent de la fiabilité de Grant, de sa compétence, de sa volonté d'aider un voisin dans le besoin. Pour acquis, dans le dossier, Lorna et Ri ont entendu parler de la couverture locale. Des années pour faire passer leurs enfants au collège. Les femmes qui ont nettoyé les bureaux la nuit après avoir enseigné à l'école toute la journée juste pour joindre les deux bouts. Les gens qui ont sacrifié leur santé, leur réconfort, leurs rêves pour les gens qu'ils aiment. La foule était avec lui maintenant, hochant la tête sur les histoires qu'ils reconnaissent de leur propre vie. Et je sais ce qui se passe lorsque ce sacrifice n'est pas respecté. Lorsque les gens pour lesquels vous avez saigné vous disent que votre travail est terminé, que vous n'appartenez plus à leur monde. La voix de Grant se durcit et plusieurs personnes ont regardé vers l'arrière du couloir où Lorna et Ri se tenaient gelés. Le vrai engagement signifie se présenter tous les jours, même quand c'est difficile, même lorsque vous êtes fatigué, même lorsque personne ne vous remercie. Cela signifie mettre les besoins des autres avant votre propre année après année sans garder le score. Il s'arrêta, laissant ses paroles s'enfoncer. Mais lorsque cet engagement n'est pas retourné, lorsque la loyauté devient une rue à sens unique, lorsque le respect disparaît et que la gratitude se transforme en mépris, alors il est temps de faire un choix. Vous pouvez continuer à donner aux personnes qui vous voient comme une source de financement ou vous pourriez reprendre votre pouvoir et utiliser-le pour quelque chose de mieux. Les applaudissements ont commencé lentement, puis construits à un rugissement. Ce sont des gens qui s'étaient sentis non appréciés, qui avaient travaillé sans emploi ingrate, qui avaient donné plus qu'ils n'en avaient reçu. Les paroles de Grant ont parlé à leurs frustrations et craintes les plus profondes. Il y a 6 mois, j'ai fait ce choix. J'ai repris ce qui était à moi et j'ai laissé des gens qui ne pouvaient pas voir ma valeur. Maintenant, je suis ici pour investir ce sacrifice dans quelque chose de mieux. Cette communauté,
ces personnes, la prochaine génération de travailleurs qui renforceront l'avenir de l'Amérique. Grant a fait signe à une bannière derrière lui. La Holloway Skill Foundation, l'enseignement des métiers, la construction de vie. Nous commençons par une subvention à millions de dollars pour étendre les programmes d'électricité et de soudage de la Community College. Des bourses complètes pour les étudiants locaux qui veulent acquérir des compétences qui comptent, des compétences qui ne peuvent pas être externalisées ou automatisées. La foule a éclaté en applaudissements. $1 million était plus d'argent que la plupart d'entre eux ne le verraient dans une vie, et Grant donnait pour aider leurs enfants. Mais ce n'est que le début, a poursuivi Grant. J'ai appris ça parfois, vous devez être impitoyable pour protéger ce qui compte. Parfois, vous devez couper l'infection pour sauver le patient. Parfois, votre travail ne pardonne pas. Et oublier, c'est se souvenir et s'assurer que la justice est terminée. À l'arrière de la salle, Lorna sentit ses genoux s'affaiblir. L'homme aux manières douces qu'elle avait épousé, le mari calme qu'elle avait pris pour acquis, était parti. À sa place se tenait quelqu'un plus difficile, quelqu'un qui commandait le respect par la force plutôt que de le supplier par le sacrifice. Après le discours, les gens se sont pressés autour de Grant, lui serrant la main, le remerciant pour sa générosité, l'accueillant à la communauté. Les journalistes locaux l'ont interviewé au sujet de la fondation, sur ses plans pour l'avenir, sur sa transformation de jouet en philanthrope. Lorna et Ri ont essayé de s'approcher de lui alors que la foule amincit, mais Dylan Buckner a marché entre eux et Grant, son militaire portant indubitable. « Je ne pense pas que M. Holloway veut parler avec vous, a déclaré Dylan tranquillement. « C'est mon mari, a protesté Lorna. Était dit Grant, ne se retournant pas, passé. Reste va en avant, sa voix se brise. Papa, s'il te plaît, nous devons parler. Nous devons expliquer. Expliquer quoi? Grant s'est finalement tourné pour faire face à sa fille, ses yeux froids comme de l'acier d'hiver. Expliquez comment vous m'avez dit que je n'apparaissais pas, expliquez comment vous avez ri lorsque votre mère m'a abattu. Expliquez comment vous m'avez traité comme une embarras tout en dépensant l'argent pour lequel je saignais. Nous avons fait des erreurs, Ri a chuchoté. Nous nous trompons, mais nous sommes une famille. La famille. Vous avez fait votre choix lors de cette fête de graduation. De la vallée qui s'étendait aux montagnes au-delà. L'avocate Rebecca Martinez avait géré les affaires juridiques de la famille Holloway pendant 15 ans, mais elle n'avait jamais vu de cas comme celui-ci. Grant était assis en face de son bureau, calme et composé, tandis que Lorna et Ri se sont empêchés des chaises à côté de lui. C'était la première fois qu'ils étaient dans la même pièce depuis la confrontation des vétérans 3 semaines plus tôt, et la tension était suffisamment épaisse pour couper. Merci à tous d'être venus, a déclaré Rebecca, s'installant derrière son bureau avec un dossier épais. Comme vous le savez, nous sommes ici pour discuter de la succession d'Eleanor Holloway, la mère de Grant, décédée il y a 8 ans. Lorna fronça les sourcils. Je pensais que nous avions réglé la succession d'Eleanor il y a des années. Il n'y avait pas grand-chose, juste des articles personnels et une petite police d'assurance vie. C'est ce que nous pensions, a convenu Rebecca. Cependant, de nouvelles informations ont été révélées concernant un bien que Madame Holloway possédait. Grant n'a rien dit, mais son expression a suggéré qu'il savait exactement ce qui allait arriver. Rebecca a ouvert le dossier et a retiré un acte, jauni d'âge, mais toujours juridiquement contraignant. Eleanor Holloway possédait 27 acres près du lac Flathead au Montana. La propriété a été achetée en 1963 et est en son nom depuis. C'est impossible, a déclaré Lorna. Eleanor n'a jamais possédé une propriété au Montana. Elle a vécu dans ce petit appartement jusqu'à sa mort. En fait, elle l'a fait. La propriété a été achetée avec de l'argent d'assurance à la mort de son premier mari et a été détenue comme un investissement. Au fil des ans, Madame Holloway a payé les impôts par une déduction automatique de son compte bancaire, mais elle n'a jamais développé le terrain ni rendu visite. Rebecca a glissé l'acte à travers le bureau. Selon ce document, Eleanor a laissé la propriété à sa vraie famille, une phrase qui semblait ambiguë au moment de sa mort. Nous sommes sa famille, a protesté Lorna. Grant était son seul enfant et Ri était son seul petit-enfant. C'est correct. Cependant, il y a 3 ans, Madame Holloway a déposé un amendement à son testament. Rebecca a produit un autre document. Elle a précisé que la vraie famille signifiait ceux qui ont montré son respect et ses soins au cours de ces dernières années. Grant a finalement parlé. Maman a passé ces 5 dernières années à lui demander de visiter.
Elle voulait voir les jeux de l'école de Reese, voulait venir au dîner de Noël, vouloir faire partie de nos vies, mais il y avait toujours une excuse. Trop occupée, pas assez de place. Elle pourrait nous embarrasser devant nos amis. Les mots frappent Lorna comme des coups physiques. Elle s'est souvenue de ces conversations, se souvenait avoir suggéré que Eleanor pourrait être plus à l'aise dans son centre de vie assisté plutôt que de rejoindre leur célébration de vacances. Ainsi, elle a quitté la propriété pour accorder seule, a poursuivi Rebecca. Mais ce n'est pas la partie la plus intéressante. Les 27 acres se sont considérablement appréciés au cours des 60 dernières années. Le lac Flathead est devenu l'un des endroits les plus souhaitables du Montana pour les maisons de vacances et le développement. Elle a glissé une évaluation sur le bureau. Le nombre au bas fait de Lorna Hallett. 2,3 millions de dollars. Grande des biens hérités d'une valeur de plus de 2 millions de dollars, a déclaré Rebecca. Une propriété qui est légalement la sienne depuis 3 ans, bien que le transfert de titre n'ait été achevé que le mois dernier. Ri regarda les documents sous le choc. 2 millions de dollars. Papa, pourquoi tu ne nous as-tu pas dit? Parce que ce n'était pas votre entreprise, Grant a répondu calmement. Tout comme mes comptes bancaires n'étaient pas votre entreprise. Tout comme ma décision de partir n'était pas votre entreprise. Mais nous aurions pu. Lorna a commencé. Pourrait avoir quoi? M'a traité avec respect si vous saviez que je valais quelque chose. Faisant semblant de m'aimer s'il y avait de l'argent impliqué. La voix de Grant était froide. Clinique. C'est exactement pourquoi maman a changé sa volonté. Elle connaissait la différence entre les gens qui l'aimaient et les gens qui la considéraient comme un fardeau. Rebecca s'éclaircit la gorge. En fait, il y a encore une chose. Grant a déjà vendu la propriété. Quoi? La voix de Lorna a craqué. La vente a clôturé la semaine dernière. Le nouveau propriétaire prévoit de développer une station de luxe. Rebecca a remis un chèque Grant. Après les taxes et les frais, le produit net était de 1,8 million de dollars. Grant a plié le chèque et l'a mis dans sa poche sans regarder le montant. La moitié va au Eleanor Holloway Memorial Education Fund, qui offrira des bourses aux étudiants dans les métiers. L'autre moitié finance le programme d'apprentissage que j'ai annoncé la semaine dernière. Vous donnez tout, chuchota Ri. Chaque centime à des personnes qui l'apprécieront, qui l'utiliseront pour s'améliorer elles-mêmes et leur communauté. Grant se leva, se préparant à partir. Aux personnes qui comprennent la valeur du travail acharné et de l'engagement honnête. Lorna a trouvé sa voie. Grant, s'il vous plaît. Nous sommes toujours légalement mariés. En Idaho, j'ai droit à la moitié de tout actif acquis pendant notre mariage. Grant a souri pour la première fois depuis son entrée dans le bureau. En fait, vous ne l'êtes pas. La propriété a été héritée, non acquise, et même si c'était une propriété matrimoniale, vous devez prouver que vous étiez un conjoint fidèle pour le réclamer. Il hocha la tête à Rebecca, qui a produit un autre dossier, celui-ci épais, avec des photos, des reçus d'hôtel et une preuve documentée de l'affaire de Lorna avec Nolan Pharaon. L'Idaho est un état de divorce sans faute, mais l'adultère affecte toujours la division des biens, a expliqué Rebecca. Compte tenu des preuves documentées de la relation extramariée de Madame Holloway, sa revendication de tout actif serait difficile. Grant se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Oh, et Lorna, j'ai demandé le divorce ce matin. Vous serez servi avec des papiers demain. Il les a laissés assis dans le bureau de l'avocat, fixant les documents qui représentaient la destruction finale de leurs espoirs financiers. 2 millions de dollars avaient été à leur portée, de l'argent qui aurait pu résoudre tous leurs problèmes, restaurer leur statut, leur a donné un nouveau départ. Au lieu de cela, il avait disparu, donné à des causes qui aideraient les personnes qui méritaient vraiment de l'aide. Grant avait pris leur dernier espoir et l'avait donné. Pas par dépit, mais par principe. L'homme qu'ils avaient sous-estimé était assis sur une fortune depuis 3 ans, vivant modestement et travaillant dur pendant qu'il dépensait de l'argent, il n'avait pas sur le luxe dont il n'avait pas besoin. Il avait connu sa valeur depuis le début dans tous les sens d'un mot. La procédure de divorce s'est déplacée avec l'efficacité mécanique d'une machine bien LLE. Lorna avait embauché le meilleur avocat qu'elle pouvait se permettre, ce qui étant donné que sa situation financière actuelle n'était pas très bonne, mais cela ne comptait guère. Grant avait une documentation pour tout. La salle d'audience du palais de justice du comté d'Ada était des lumières fluorescentes stériles et impersonnelles projetant des ombres dures sur les bancs en bois usés. Lorna s'est assise à côté de son avocat,
Thomas Brennan, un homme fatigué de l'âge qui se spécialise dans les divorces rapides et les plans de paiement. L'avocat de la subvention, en revanche, a été expérimenté par Rebecca Martinez, approfondi et armé de preuves qui n'ont laissé aucune place à l'argument. Nous avons fait des erreurs, murmura Harry. Nous avions tort, mais nous sommes la famille. La famille ne s'humilie pas en public. La famille ne jette pas 26 ans de sacrifice comme des ordures. La voix de Grant était conversationnelle. En fait, vous avez fait votre choix lors de cette fête de remise des diplômes. Vivez maintenant avec. Il s'éloigna, entouré de gens qui le respectaient, laissant sa femme et sa fille debout seuls dans la salle de vidange. L'homme qu'ils ont chassé avait non seulement survécu, il avait prospéré. Et il utilisait son succès pour construire quelque chose de durable alors qu'ils luttaient pour survivre à l'épave de leur propre fabrication. Les cabinets d'avocats de Peterson, Martinez et des associés ont occupé le dernier étage du deuxième bâtiment le plus haut de Boise avec vue sur la vallée qui s'étendait au montagne au-delà. L'avocate Rebecca Martinez avait géré les affaires juridiques de la famille Holloway pendant 15 ans, mais elle n'avait jamais vu de cas comme celui-ci. Dodd Grant était assis en face de son bureau, calme et composé, tandis que Lorna et Harry se sont empêchés des chaises à côté de lui. Devant nos amis. Ces mots frappèrent Lorna comme un coup de poing. Elle se souvint de ces conversations. Elle se souvint avoir suggéré qu'Eleanor serait peut-être plus à l'aise dans sa résidence pour personnes âgées plutôt que de se joindre à leur fête de fin d'année. Elle avait donc laissé la propriété à Grant seul, poursuivit Rebecca. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Les 10 hectares ont pris beaucoup de valeur au cours des 60 dernières années. Flathead Lake est devenu l'un des endroits les plus prisés du Montana pour les résidences secondaires et les projets immobiliers. Elle glissa une évaluation sur le bureau. Le chiffre en bas de page laissa Lorna bouche bée, 2,3 millions de dollars. Grant avait hérité d'une propriété valant plus de 2 millions de dollars. Rebecca dit, une propriété qui lui appartient légalement depuis 3 ans, bien que le transfert de titre n'ait été finalisé que le mois dernier. Harry fixa les documents, stupéfaite. 2 millions de dollars? Papa, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que ça ne te regarde pas, répondit Grant calmement. Tout comme mes comptes en banque ne te regardaient pas. Tout comme ma décision de partir ne te regardait pas. À ceux qui comprennent la valeur du travail acharné et de l'engagement sincère. Lorna trouva sa voix. Grant, s'il te plaît. Nous sommes toujours légalement mariés dans l'Idaho. J'ai droit à la moitié des biens acquis pendant notre mariage. Grant sourit pour la première fois depuis son entrée dans le bureau. En fait, ce n'est pas le cas. Les biens ont été hérités, pas acquis. Et même s'il s'agissait de biens matrimoniaux, il faudrait prouver sa fidélité pour les réclamer. Il fit un signe de tête à Rebecca, qui lui présenta un autre dossier, épais celui-là, contenant des photos, des reçus d'hôtel et des preuves écrites de la liaison de Laura avec Nolan Farao. L'Idaho est un État où le divorce est sans faute, mais l'adultère a toujours un impact sur le partage des biens, expliqua Rebecca. Compte tenu des preuves documentées de la relation extra-conjugale de Madame Holloway, sa revendication de biens serait contestable. Grant se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Oh, et Lorna, j'ai demandé le divorce ce matin. Les papiers te seront signifiés demain. Il les laissa assis dans le bureau du notaire, les yeux rivés sur les documents qui anéantissaient leurs espoirs financiers. 2 millions de dollars étaient à leur portée, une somme qui aurait pu résoudre tous leurs problèmes, restaurer leur statut, leur offrir un nouveau départ. Au lieu de cela, ils avaient disparu, reversés à des causes qui aideraient ceux qui le méritaient vraiment. Grant avait pris leur dernier espoir et l'avait donné, non par dépit, mais par principe. L'homme qu'ils avaient sous-estimé était assis sur une fortune depuis 3 ans, vivant modestement et travaillant dur, tandis qu'ils dépensaient leur argent en luxe superflu. Il avait toujours su sa valeur, dans tous les sens du terme. La procédure de divorce se déroulait avec l'efficacité mécanique d'une machine bien huilée. Lorna avait engagé le meilleur avocat qu'elle pouvait se permettre, ce qui, compte tenu de sa situation financière actuelle, n'était pas très reluisante, mais cela importait peu. Grant avait tous les documents nécessaires. La salle d'audience du palais de justice du comté d'Ada était stérile et impersonnelle. Des néons projetaient des ombres crues sur les bancs en bois usés. Lorna était assise à côté de son avocat. Thomas Brennan, un homme à l'air fatigué, spécialisé dans les divorces rapides et les plans de remboursement. L'avocate de Grant, en revanche, était Rebecca Martinez, expérimentée,
rigoureuse et dotée de preuves irréfutables. Votre honneur, Rebecca s'adressa à la juge Patricia Walsh. Mon client demande la dissolution du mariage pour des différends irréconciliables. Cependant, compte tenu de l'adultère avéré commis par Madame Holloway, il demande également que tout partage des biens reflète la nature fautive de la rupture du mariage. La juge Walsh examina le dossier, l'air neutre mais minutieux. Elle avait vu des milliers de divorces, mais ce cas était inhabituel par son exhaustivité. Chaque document financier, chaque acte de propriété, chaque relevé bancaire était comptabilisé et documenté. Madame Holloway, dit la juge, contestez-vous les déclarations financières fournies par votre mari? L'avocate de Lorna lui chuchota frénétiquement à l'oreille, mais elle savait que c'était sans espoir. Non, votre honneur, et contestez-vous les preuves de relations extra-conjugales? Les photographies figuraient dans le dossier judiciaire de Lorna et Nolan Farao. Au restaurant, à l'hôtel, dans sa voiture. La documentation était accablante et incontestable. Non, votre honneur. Le juge Walsh hocha la tête. Très bien. Compte tenu des preuves présentées, j'accorde le divorce comme demandé. Madame Holloway, vous avez le droit de demander une pension alimentaire, mais compte tenu des circonstances de la dissolution du mariage, cette pension serait limitée. Brennan se leva. Votre honneur, ma cliente est actuellement au chômage en raison de circonstances liées au divorce. Elle est sans emploi. Elle a été suspendue de son emploi pour faute professionnelle liée à sa liaison extra-conjugale, interrompit Rebecca. La même liaison qui a conduit à la rupture de ce mariage. La demande de pension alimentaire est rejetée, déclara le juge Walsh. Madame Holloway est une femme en bonne santé, instruite et expérimentée. Le tribunal attend d'elle qu'elle subvienne à ses besoins. Cela s'est terminé en moins de 30 minutes. 22 ans de mariage dissous avec la rapidité d'une transaction commerciale. Lorna est sortie du tribunal, célibataire, sans revenus, sans perspective d'avenir, et seule à blâmer. Cet après-midi-là, Ri a reçu sa propre pension alimentaire. Une nouvelle dévastatrice. Son diplôme de médecine ne signifiait rien, ses années de formation étaient sans valeur, son avenir aussi incertain que celui de sa mère. Ce soir-là, mère et fille étaient assises dans leur salon, entourées des meubles coûteux qu'elles ne pouvaient plus s'offrir. La maison ressemblait à un musée de leur vie d'avant, belle, vide, et totalement dépourvue de la chaleur que la présence de Grant avait apportée. J'ai reçu une offre d'emploi aujourd'hui, dit doucement Lorna. C'est super. Où? Walmart. Stockage de nuit. La voix de Lorna était monotone, abattue. Salaire minimum, pas d'avantages sociaux. Mais c'est le seul endroit qui voulait m'embaucher. Rhys fixait sa mère, la femme qui avait autrefois imposé le respect en tant que directrice d'école, qui avait fréquenté l'élite de la ville, qui avait méprisé les amis ouvriers de Grant. Maintenant, elle portait un badge nominatif et des cottes de mailles pendant que ses anciens collègues dormaient. On pourrait quitter la ville, suggéra Ri. Recommencer ailleurs. Avec quel argent? On n'a pas les moyens de déménager. On a à peine les moyens de rester. Ils restèrent assis en silence, contemplant les ruines de leur vie. Tout ce qu'ils avaient bâti au prix de grands sacrifices s'était effondré lorsqu'il leur avait retiré son soutien. Ils vivaient dans un château de cartes, et il en avait été le pilier. Un coup frappé à la porte interrompit leur désespoir. Ri ouvrit et trouva un huissier avec une enveloppe. Madame Ri Holloway. Oui, vous êtes poursuivie pour le remboursement de prêts étudiants d'un montant de 127 000 $, plus les intérêts et les pénalités. Les mains de Race tremblaient lorsqu'elle signa les papiers. Grant avait co-signé ses prêts étudiants. Et maintenant qu'il avait cessé de rembourser, les prêteurs s'en prenaient directement à elle. Comment peuvent-ils faire ça? Demanda-t-elle à Lorna. Je n'ai pas autant d'argent. Parce que votre père a retiré son soutien financier. Les prêts étaient toujours à votre charge. Il vous aidait simplement à effectuer les remboursements. Un autre coup frappé. Une autre enveloppe. Cette fois, il s'agissait d'une procédure de saisie immobilière. Sans les revenus de Grant, ils avaient manqué 3 mensualités hypothécaires et la banque s'apprêtait à récupérer la propriété. Ils voyaient le soleil se coucher sur leur ancienne vie. Lorna et Ri se retrouvèrent face à la réalité. Ils étaient sur le point de tout perdre, une maison, leur crédit, leur statut social, leurs perspectives d'avenir, tout cela parce qu'ils n'avaient pas su apprécier l'homme qui leur avait tout donné. De leur fenêtre,
il pouvait voir le panneau d'affichage que Grant avait installé sur la route principale menant à la ville. La Holloway Skill Foundation, qui construit aujourd'hui la main-d'œuvre de demain. Son nom mesurait 6 mètres de haut, visible de tous ceux qui entraient ou sortaient de la ville. L'homme qu'il considérait comme sans importance était devenu le citoyen le plus en vue de la ville. Le mari et le père qu'ils avaient chassés étaient désormais respectés, prospères et puissants. Et chaque jour, en passant devant ce panneau d'affichage, en route vers des emplois au SMIC ou des rendez-vous avec des agences de recouvrement, ils se rappelaient ce qu'ils avaient perdu et à qui ils l'avaient laissé. Le travail de Grant Holloway n'était finalement pas terminé. Ce n'était que le point de départ, 1 an plus tard. La transformation était achevée. Grant se tenait dans l'atelier principal du Holloway Skill Center, observant 25 jeunes apprendre des techniques de soudage qui leur seraient utiles toute leur vie. L'établissement occupait un entrepôt rénové en périphérie de la ville, équipé des dernières technologies et encadré par des instructeurs qui comprenaient qu'enseigner un métier ne se limitait pas à des compétences techniques. « Ça a l'air bien, patron », dit Dylan Buckner en rejoignant Grant à la fenêtre d'observation. Le vieux soldat s'était installé définitivement à Boise, où il était responsable des opérations du centre et le plus proche conseiller de Grant. « C'est ce que maman aurait voulu », répondit Grant. Observant une jeune fille de 17 ans maîtriser un joint de soudure complexe, elle disait toujours, le plus important que l'on puisse offrir à quelqu'un, c'est la capacité de subvenir à ses besoins. Derrière eux, Tad somnolait dans son fauteuil roulant, ses médicaments pour le cœur assurant son confort, mais incapable de faire grand-chose d'autre qu'observer. À 75 ans, il était fier de ce que son fils avait accompli, fier du respect que Grant inspirait, fier de la façon dont justice avait été rendue. Le journal local avait mis Grant en première page le mois précédent, soulignant sa transformation de monteur de ligne en philanthrope. L'article vantait le centre de compétences, le programme de bourse et son impact positif sur la communauté. Grant Holloway était devenu une célébrité locale, une réussite qui prouvait la valeur du travail acharné et de la détermination. De l'autre côté de la ville, dans un monde complètement différent, Lorna sortit de son quart de nuit chez Walmart. Son gilet bleu était froissé et son badge de travers. Lorna H. On pouvait y lire le nom de famille qu'elle avait conservé par habitude plutôt que par fierté. À 47 ans, elle paraissait plus âgée que son âge, épuisée par un travail exigeant une endurance physique qu'elle ne possédait plus. L'appartement qu'elle louait se trouvait dans le quartier le moins cher de la ville, un 2 pièces aux murs fins et aux appareils électroménagers cassés. On était loin de la maison de banlieue qu'elle partageait avec Grant, mais c'était ce qu'elle pouvait se permettre avec son salaire d'employé de commerce. Son téléphone vibra, un SMS de Nolan Farao, le premier message qu'elle recevait de lui depuis des mois. « J'ai revu ton ex-mari dans le journal. On dirait qu'il se porte bien. » Elle a supprimé le message sans répondre. Nolan avait déménagé à Portland après son divorce, recommençant à zéro avec un nouvel emploi et une nouvelle identité. Il avait coupé tous les ponts avec son ancienne vie, y compris avec elle, dès que sa liaison avait été rendue publique. Pendant ce temps, Ri travaillait du matin dans une entreprise de dispositifs médicaux, saisissant des données et gérant les appels du service client. C'était un travail abrutissant pour quelqu'un avec son niveau d'études, mais c'était le meilleur emploi qu'elle pouvait trouver avec une suspension de son permis d'exercer et une enquête pour fraude à son dossier. Sa dette de prêt étudiant avait atteint plus de 150 000 $, pénalités et intérêts compris. Les mensualités absorbaient la majeure partie de son salaire, lui laissant à peine de quoi survivre. Elle vivait dans un studio, conduisait une Honda de 15 ans et achetait ses vêtements dans des friperies. Le comité de révision des permis d'exercice de la médecine lui avait proposé une voie de réintégration, une année supplémentaire de stage clinique supervisé, un examen d'éthique complet et une surveillance continue pendant 5 ans. Mais même si elle remplissait toutes les conditions, le scandale la poursuivrait à jamais. Aucun hôpital prestigieux ne l'embaucherait. Aucun cabinet médical respecté ne l'accepterait. Chaque matin, les 2 femmes passaient devant le panneau d'affichage annonçant la réussite de leur ancien mari et père. Chaque jour, elles se rappelaient ce qu'elles avaient perdu, et pourquoi. La transformation de Grant n'était pas seulement financière, elle était personnelle. L'homme discret et égocentrique qui avait accepté le manque de respect pendant des décennies avait disparu. Il avait été remplacé par quelqu'un qui imposait le respect par sa force et ses réalisations. Il marchait plus droit, parlait avec autorité et n'acceptait plus jamais de traitement qui dévalorisait. Le collège communautaire avait donné son nom à son programme de formation en électricité. Le maire lui avait donné les clés de la ville.
Les entreprises locales recherchaient son partenariat et son soutien. Il était devenu exactement ce que Lorna et Ri avaient toujours voulu qu'il soit, prospère, respecté, influent. La différence était qu'il était désormais tout cela, à ses propres conditions et pour ses propres raisons. Entouré de gens qui appréciaient sa valeur le soir, Grant retourna dans sa nouvelle demeure, une modeste maison sur 4 hectares à l'extérieur de la ville, où il pouvait travailler dans un magasin et entretenir son jardin sans distraction. Ce n'était ni sophistiqué ni coûteux, mais c'était son salaire, payé par ses gains et ses décisions. Thad vivait toujours avec lui, la santé du vieux marine déclinant, mais son moral étant au beau fixe. Ils passaient leur soirée sur la véranda à admirer le coucher de soleil sur la vallée et à parler d'avenir. « Des regrets, fiston ?» demanda Thad un soir, alors qu'ils partageaient leur café rituel. Grant réfléchit sérieusement à la question. Il repensa à Ri petite fille, blottie sur ses genoux pendant qu'il lui lisait des histoires avant de dormir. Il repensa à Lorna au début de leur mariage, lorsqu'elle l'embrassait encore pour lui dire au revoir et l'interrogeait sur son nouveau travail, construire quelque chose de significatif, aider les personnes méritantes, susciter le respect qu'il avait toujours mérité, ne faisait que commencer. Et contrairement à son ancien emploi, celui-ci apportait satisfaction, reconnaissance et la certitude que son travail comptait. Au loin, les lumières de bois scintillaient comme des étoiles, et quelque part parmi elles, 2 femmes apprenaient à vivre avec les conséquences de leur choix. Grant n'éprouvait aucune satisfaction face à leur souffrance, mais il n'éprouvait aucune pitié non plus. Justice avait été rendue, et elle était plus douce que la vengeance.